Camarades, le podcast. Premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche. La camaraderie nous invite à discuter, à parler ensemble, dans la franchise et dans le respect. Bonne écoute. Bonjour à vous, bonjour Lucas, bonjour Cyrine, bonjour Charles. Bonjour. 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 Merci d'être là dans ce deuxième épisode de Camarades le podcast. Alors aujourd'hui on va parler de pas mal de sujets, de pas mal de thèmes et on va commencer directement par une certaine actualité. Alors pour que les auditeurs comprennent bien, on enregistre le week-end et l'épisode du podcast sera diffusé le mercredi. Donc il se peut qu'il y ait des événements entre le moment où nous parlons et le jour de diffusion, des événements qui se sont produits. J'aimerais qu'on fasse un petit retour et j'aimerais avoir votre avis, votre regard sur ce qui s'est passé sur la mort de Nahel. On sait qu'il y a eu des événements divers, des prises de position politiques différentes à droite et à gauche, pas forcément les mêmes. Il y a eu des élus agressés, il y a eu des situations dans certains territoires, dans certaines villes. On va prendre 10 minutes pour commencer cet épisode du podcast et je vais laisser la parole à Lucas pour qu'il nous donne un petit peu son ressenti sur la situation. Écoutez, je pense qu'on va avoir un peu tous ce même ressenti. À savoir que évidemment ce jeune Nahel qui est mort suite à un contrôle de police, bien qu'il était en refus d'obtempérer, n'avait pas besoin de mourir. Personne ne doit mourir suite à un contrôle de police. Mais ce qui se passe, les événements ensuite, toutes les cases, tous les heurts, là, je crois que cette nuit, il y a eu même des élus qui ont été pris pour cible. C'est juste pour moi quelque chose qui n'est pas acceptable, bien que la colère soit légitime. Je suis pas sûr que le mode d'action soit vraiment le bon pour faire passer un message, quelconque message soit-il. Cyrine ? Ouais, je suis là. Alors si je peux répondre, effectivement, c'est absolument pas normal que un gamin de 17 ans meure pour un refus d'obtempérer. Il y a l'argument de ouais, mais il est connu pour 15 mentions de refus d'obtempérer. Même s'il était connu pour meurtre, la peine de mort a été abolie en 1980, c'est pour une raison. Et encore, j'ai envie de dire, à la rigueur, à l'époque, quand jamais la peine de mort a été prononcée après une instruction, après un jugement, après une décision de culpabilité. Là, les policiers se font juger partie et bourreaux en même temps. Et j'ai envie de revenir sur ce que tu dis, Lucas, tu dis, je trouve absolument pas ça acceptable, les cassages, etc. J'ai envie de vous dire en toute amitié, ne nous dites pas comment nous révolter, sachant que ça fait 40 ans que ça se passe, que tous les jours on se réveille en se disant, ça se trouve mon petit frère est mort, ça se trouve moi dès que mon frère me répond pas, par exemple, j'ai peur, je me dis ok, il est arrivé quelque chose. Tous les mois, il est victime de violences policières. Et puis j'ai envie de rajouter, allons dans les musées, on regarde des fresques de la Révolution française. Je suis pas sûre que la Révolution française ait été obtenue en souriant et en demandant gentiment. Donc je trouve que c'est trop facile de dire bien sûr que oui, c'est ignoble de casser des choses sans prendre à des élus, c'est pas normal, des écoles non plus. Mais en fait, au bout d'un moment, je trouve ça, pas toi, Lucas, mais de façon générale, parce que c'est revenu plein de fois, assez hypocrite de critiquer les cassages quand il s'agit de personnes de banlieue. Par contre, quand ça avait été les Gilets jaunes, le mouvement des retraites, tout le monde était d'accord. Il s'agit de la Révolution française, tout le monde était d'accord. Mais bizarrement, quand ça concerne des personnes non arabes de quartier populaire, on dit, oh là là, des sauvages. C'est pas du tout ce que t'as dit, c'est d'autres personnes. Là, je parle de personnes que j'ai vues sur les réseaux dire ça. Donc, moi, je me dis, en fait, juste, c'est normal qu'on s'énerve, on n'en peut plus. Ça fait 40 ans qu'on subit des choses comme ça. Ça fait 40 ans que on est pris pour cible. Il y a eu, je ne sais pas combien de morts. Zied, Bouna, Adama, Nahel. Ce sera qui le prochain? Et nous, la seule chose qu'on veut dire, c'est arrêter de tuer nos frères, même arrêter de nous tuer nous, en fait, tout simplement. Donc, certains appellent au calme, moi j'appelle à la justice. Voilà. Merci Cyrine de partager ton regard. Et ça dit des choses, c'est ce que je disais précédemment, ça dit des choses sur les positions et les prises de parole à gauche où on n'est pas forcément tous d'accord. Charles ? Bonsoir. À titre personnel, déjà, je veux commencer par dire que je réitère l'appel qui a été partagé par beaucoup de personnes au calme face aux violences de ces derniers jours. Et d'abord, je veux avant tout dire que mes pensées vont d'abord à la famille de Nahel et à ses proches. Et à titre personnel, pour être de banlieue parisienne et pas très loin de Nanterre, je me sens très affecté par cet événement. Après, cependant, en tant que socialiste, je ne tairai pas l'héritage de la loi Bernater. Et je veux rappeler
que en France, la peine de mort a été abolie. Et je veux souligner que nul en France ne doit mourir pour un refus d'obtempérer. Personne ne doit mourir pour un refus d'obtempérer. Après, cependant, j'entends notamment ce que vient de dire Cyrine, et j'entends que, et je le sais en tant que banlieusard, que les seuls appels au calme ne suffiront pas. Et aujourd'hui, je souhaite que la crise qu'on vit, en réalité, elle est politique. Et aujourd'hui, je souhaite que le gouvernement français prenne des mesures fortes, transpartisanes, pour ramener une paix civile et sociale dans ce pays. Et je pense que ça passe par un plan d'action. Et je pense que ce plan d'action, à titre personnel, je souhaite qu'il porte notamment sur une réforme de la police. Et là, je vais être clair, je pense qu'il faut supprimer les JPN et je me joins aux tribunes qui ont été signées ces derniers jours pour appeler à ce que le défenseur des droits s'occupe de l'instruction des enquêtes policières, parce que là où l'IGPN est toujours soupçonné d'être entre guillemets partial ou entre guillemets favorable aux fonctionnaires de police contrôlés, le défenseur de droit en tant qu'instance démocratique, lui, rapportera la concorde. Et enfin, je pense aussi que nous vivons une crise politique et que ces violences de ces derniers jours sont aussi politiques, malheureusement. Et j'appelle aussi le gouvernement à prendre des mesures fiscales fortes de lutte contre l'inflation, contre la vie chère. Et j'appelle aussi à un grand plan de rénovation urbaine. Et je veux souligner, malgré le fait que je sois de gauche et que je n'ai pas grand-chose à voir avec Jean-Louis Borloo, qui, tout le monde le sait, vient du centre droit, voire de la droite. Je souhaite que le gouvernement prenne des mesures transpartisanes de rénovation de nos quartiers, notamment des quartiers de banlieue, et notamment toutes les cités des années 60 qui ne correspondent plus à notre mode de vie et qui ne garantissent pas la mixité sociale que la France a besoin. Donc aujourd'hui, certes, je condamne les violences, mais j'appelle le gouvernement vraiment à prendre ses responsabilités et à présenter un plan d'action, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une sortie de crise, et la sortie de crise, elle est politique, et je crois aujourd'hui que cette sortie de crise politique, elle va même au-delà d'un seul parti, elle va même au-delà des familles politiques et des querelles politico-politiciennes. Je crois que c'est un grand plan national d'union que nous avons besoin sur les sujets que je viens de dire. Voilà, je vais pas faire plus court, et voilà, encore redire mes pensées aux proches et à sa famille, et appeler à un retour au calme le plus rapidement possible. Ce que disait Lucas en introduction, pour prendre la parole en premier. Alors on voit bien que les prises de parole sont aussi engagé et passionné de la part des uns, de la part des autres. Mais Lucas, j'aimerais bien que tu nous développes un petit peu ce que tu disais concernant les élus, parce que c'est vrai que les élus de la République, notamment les maires, sont souvent en première ligne. Charles disait qu'il faut un plan de la part du gouvernement, mais dans ce genre de situation, ce sont les élus locaux qui sont à portée d'engueulade, comme on dit, et il y a eu un maire qui a subi sur son domicile privé une voiture avec un certain aspect criminel quand même. Voilà, j'aimerais bien avoir ton regard, Lucas. Non, oui, effectivement. Je vais juste revenir très vite fait sur ce qu'ils ont, sur ce que ont dit nos deux camarades. Bien sûr que ça fait 40 ans qu'il y a des soucis, et bien sûr que ça fait 40 ans qu'on le sait, et bien sûr que ça fait 40 ans qu'on aurait dû intervenir pour régler ces problèmes-là qu'il y a dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on a créé nous-mêmes les problèmes, entre guillemets. On a voulu entre guillemets mettre tout le monde, enfin tous ceux qui étaient défavorisés au même endroit et les riches au même endroit. Et bien on a fait que créer des désolé du terme, mais on a créé des ghettos, on a créé des endroits où il y avait pas de mixité, où il y avait pas de service public, où il y avait pas de quoi faire ses courses, où il y avait pas, enfin bref, où il n'y a rien, c'est juste des tours. Et Charles l'a dit, la mixité, ça sera la clé. Donc oui, ça sera une réponse politique qu'il faudra. Politique de la ville, tu veux dire? Oui, non, même une réponse, oui, ça, la politique de la ville, mais une réponse politique à cette question, parce que c'est pas en envoyant 45 000 policiers là depuis 2 ou 3 soirs dans les quartiers dans toute la France qu'on va régler le souci. Par rapport aux élus, ils sont notamment les maires, les conseillers municipaux. Ils sont le premier, les premiers élus à proximité. T'as dit à portée d'engueulade, je dirais même à portée de baffe. Certaines disent, de manière un peu plus triviale. Et ce sont ces élus-là qui aujourd'hui,
On l'a vu à Saint-Brévin, on le voit, moi, à côté de chez moi, le maire de Montjoie qui a été victime de menaces de la part de Papacito sur YouTube. On le voit avec le maire qui a reçu une attaque à la voiture bélier sur son domicile. Aujourd'hui, ce sont ces élus-là qui font le lien social et qui sont, on va dire, les élus qui sont le plus dans le réel, je pense. Le plus dans ce que vivent nos concitoyens, qui sont aujourd'hui en première ligne et qu'on laisse, et que le gouvernement, je dis on parce que j'imagine que le problème ne date pas que depuis Macron et que c'est, on va dire, une responsabilité collective, et qu'on laisse du coup ces élus seuls, souvent, pas assez accompagnés, et que quand ils sont menacés, on ne met pas en place, le gouvernement et le ministère de l'Intérieur ne met pas en place assez de mesures pour les protéger. Et on a vu, je crois que c'est 2500 maires qui ont démissionné depuis le début du mandat. 2500 maires sur 36 000 communes. Je vous laisse faire le calcul, ça fait pas loin de 10%, on va dire 7 ou 8%. Voilà, donc il faut vraiment un grand plan pour la politique de la ville, mais également, je pense, pour le statut d'élu et la protection que peuvent avoir les élus. Merci. Si je peux, Vas-y. Si je peux juste rebondir rapidement dessus, je te rejoins en tout point, hein, Lucas, sur ça, c'est que les élus locaux sont abandonnés, et puis on voit une recrudescence des violences vis-à-vis d'eux, surtout des violences d'extrême droite vis-à-vis de certains maires de gauche. Dont les derniers qui ont démissionné, c'était à cause de ça. Après, la seule petite précision que j'ai envie d'apporter, c'est que dans les quartiers populaires, les personnes qui s'en prennent aux élus ne s'en prennent pas à l'élu en tant que personne. En fait, ils s'en prennent à l'État. Ils s'en prennent à tous les signes de l'État. Donc, je suis complètement d'accord. Il faut une protection supplémentaire des élus locaux. C'est inadmissible de s'en prendre à eux. Et en même temps, il faut aussi écouter la colère des habitants et des habitantes et des personnes qui juste n'en peuvent plus, hein, tout simplement. Et en fait, ils s'en prennent à l'État et pas aux élus locaux. C'est juste la petite précision que j'aimerais apporter. Charles, tu veux rebondir sur ce que nous sommes en train de dire pour terminer cette thématique? Non, j'ai pas grand chose de plus à dire, désolé, ça a un petit peu coupé. Non, ce que je voulais dire, c'est que vraiment aujourd'hui, on est dans une crise politique d'inaction de ces dernières années, et aujourd'hui, je pose la question à titre personnel. C'est pas une mise en cause personnelle, c'est plus une mise en cause politique. Où est le chef de l'État? Je pense que les Français attendent une adresse à la nation. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, je pose la question, où est le chef de l'État? Et je demande vraiment je réitère l'appel à ce qu'un grand plan transpartisan soit fait, parce que je crois que, comme mes camarades l'ont souligné, ça fait trop longtemps que ces sujets-là sont mis sous le tapis, et que en fait, il faut arrêter de stigmatiser les banlieues, et il faut plutôt faire aimer la République aux banlieues, leur donner un projet d'avenir, montrer à chaque citoyen qu'ils ont leur place et qu'ils ont des débouchés. Et aujourd'hui, c'est ce projet politique-là qu'il faut construire, et ce projet politique-là, c'est pas une question non plus de gauche-droite, c'est pas non plus une question de clivage politique, c'est juste une question républicaine, et là-dessus, je crois qu'on peut trouver un consensus très large. Donc voilà, le seul appel que je fais aujourd'hui, c'est au gouvernement, agissez, c'est le moment. Et pour revenir sur les violences faites aux élus, évidemment que je les condamne, et évidemment que c'est très très grave. Et ça en dit en même temps très long sur notre démocratie de voir ces violences contre les élus. Il faut agir maintenant, parce que la République est en danger et qu'il va falloir prendre les choses sérieusement. Voilà, c'est tout. Si je peux juste ajouter Vas-y, pour terminer. Je suis totalement d'accord. Ouais, pour terminer rapidement, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Charles. Par contre, pour dire ce que vous dites tous les deux, Charles et Lucas, c'est que bien sûr que oui, il faut une politique de la ville, il faut une politique plus globale. Mais c'est pas simplement en mettant de meilleurs, je schématise bien sûr, mais en rénovant les habitations que ça va changer. C'est en fait, il faut juste une refonte d'absolument tout le système, une refonte de l'éducation. Moi, j'ai grandi en ZEP dans le 93. On avait un livre pour 3 qui était déchiré, qui était même pas à jour. On avait des professeurs qui adoraient leur métier, qui étaient géniaux, hein, mais qui quand ils partaient n'étaient pas remplacés. Et en fait, ça ne passe pas juste par une politique de la ville, c'est juste tout le système qu'il faut refonder, c'est toute la police qu'il faut revoir. Et nous, par exemple, à Génération, on a beaucoup parlé de la question. On a eu plein de points en fait qui pourtant semblent tellement simples. Ça passe bien sûr par abroger l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui a été mis en place par Cazeneuve et Hollande, donc qui autorise les policiers à utiliser leur arme dans des cas de refus d'obtempérer.
Ça, cet article-là, il doit sauter. Ensuite, enfin, je suis juriste, donc forcément, je suis très attachée au code, mais il y a l'article 537 du code de procédure pénale qui dit qu'en fait, les procès-verbaux de policiers font foi jusqu'à preuve du contraire. Et la seule preuve contraire qu'on peut apporter, c'est par témoin. C'est notamment là ce qui s'est passé avec la vidéo du meurtre de Naël. Mais en fait, à part ça, les policiers sont toujours plus d'office. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit tout le temps, c'est mais combien de Naël n'ont pas été filmés, en fait? Il y a aussi tout simplement, et c'est quelque chose qui vient des États-Unis, on avait voulu le mettre en France, mais les policiers ont bondi, et en fait, on écoute trop dans ce pays les caprices des policiers, mais c'est juste en fait qu'ils sont obligés de porter une caméra sur eux dans l'exercice de leur fonction, et à partir du moment où ils ne portent pas la caméra, ou qu'elle est éteinte, et que quelqu'un vient porter plainte pour violence policière, bah, il devrait y avoir une présomption de violence policière. Parce que la présomption d'innocence, je suis extrêmement attachée, je suis pénaliste, mais par contre, elle est quand même possible pour des délits, pas pour des crimes. Et enfin, tout simplement, c'est pas juste comprendre de l'IGPN, c'est tout simplement la remplacer par un organe de contrôle extérieur impartial et qui soit vraiment indépendant. Donc en fait, il y a trop de points à revoir, que ce soit sur l'aspect pénal, que ce soit sur l'éducation, que ce soit à l'emploi. Et il y a une discrimination à l'emploi, il y a une discrimination aussi pour trouver un appartement. D'ailleurs, ça fait des années qu'on galère, il y a plein de personnes à qui ça arrive quand des personnes font des dossiers pour des appartements qui sont refusés, quand leurs compagnons ou leurs compagnes le font à leur place parce qu'ils ont ils ou elles ont un prénom français, ils sont acceptés. Il y a des proprios, quand ils entendent le nom de famille de la personne qui est arabe, ils raccrochent. Ça arrive à je sais pas combien de personnes. Ça arrivait à ma mère. Donc c'est juste c'est même pas juste une politique de la ville, en fait. C'est tout le système qu'il faut revoir de A à Z, et notamment une meilleure formation des policiers, parce que c'est juste n'importe quoi. Donc, j'ai été un peu longue, désolée, mais je voulais juste bien préciser ce point-là. C'est intéressant et ça mériterait très certainement un épisode particulièrement sur ça parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire et comme tu le disais à juste titre, c'est très certainement systémique. Concernant la police, c'est vrai que le débat sur les caméras obligatoires et imposées à tous les policiers est revenu sur le devant de la scène, ce débat, y compris pour le Rio, le numéro Rio qui devrait être porté en permanence. Donc chaque fois, c'est des débats qui reviennent et ça serait intéressant qu'on puisse en parler pendant un épisode entier parce que comme tu le disais, il y a des choses à dire. On parlera d'Europe tout à l'heure. Là, on parle d'une situation assez locale dans des quartiers, dans des petits territoires même. On parlera d'Europe. On parlera pas local mais global. Donc, ça sera intéressant de voir aussi qu'est-ce que l'Europe peut apporter ou pas concernant cette question-là. On va passer à la deuxième partie et on a décidé de se poser des questions entre nous pour mieux se découvrir et mieux se connaître. Alors, je vais commencer par Lucas avant de choisir un numéro entre 1 et 10. Je vais te poser la première question et ça fait peut-être le lien avec ce dont nous sommes en train de parler. Quelle personnalité politique t'a inspiré qui a vécu, quelle personnalité politique t'a inspiré ou t'inspire aujourd'hui? Alors moi, je vais faire un peu vieux jeu parce que je suis au parti radical de gauche et que on a une grande histoire derrière nous. On est le plus vieux parti de France, mais c'est des personnalités telles que Pierre Mendès France, par exemple, qui avait une haute estime de la République et de l'action politique, ou par exemple quelqu'un comme Léon Bourgeois qui a théorisé le solidarisme et qui à son époque a expliqué que il fallait effectivement que chacun prenne soin de chacun, mais pas par charité chrétienne à une époque où justement on était sur les lois de laïcité, etc., mais bien par devoir vis-à-vis de ses concitoyens. Et moi je pense que lire leurs œuvres, à savoir le solidarisme de Léon Bourgeois et les quelques œuvres qu'a pu faire Pierre Mendès France, quelques essais, ça résume plus ou moins l'engagement que j'ai aujourd'hui en politique et du coup au Parti radical de gauche. Surtout, et je continue à te laisser la parole, surtout qu'il y a énormément de personnalités politiques engagées au niveau local ou national qui ont prévenu de certains effets que nous vivons aujourd'hui. Alors des effets, tu veux dire sur l'environnement, la politique en général, je sais pas. L'environnement, l'agriculture, le climat, politique de la ville, oui. Migration, enfin je veux dire, il y a énormément de choses qui ont été théorisées, il y a énormément de livres qui ont été écrits, des prises de parole à l'Assemblée nationale ou au Sénat, et il y a des responsables politiques qui n'ont pas été écoutés. Absolument, ça moi je suis totalement convaincu que malheureusement, l'histoire n'est qu'un éternel recommencement, et que pour régler beaucoup de soucis qu'on a aujourd'hui, beaucoup de problèmes qu'on rencontre, hors problème climatique, parce que pour le coup, ça c'est un problème totalement nouveau, mais pour pas mal de sujets politiques, il serait bon de se repencher sur ce qu'ont écrit nos
nos aînés, pas que des radicaux, hein. Je pense qu'il y a du bon un peu partout, et je pense que ça pourrait guider notre action politique, mais rien que que sur l'environnement, pour le coup. C'est vrai que je l'ai pas cité, mais moi j'ai une personnalité qui m'inspire beaucoup et qui a fait beaucoup avant tout le monde. En fait, en réalité, c'était Michel Crépeau, maire de La Rochelle des années 70 jusqu'à sa mort fin 90. Et il a fait les premiers Vélib, les premières autos partagées, la première journée sans voiture, les premiers Vélib électriques, la première auto partagée électrique, bref, et ça c'était dans les années 80. Et se dire qu'il avait autant de temps d'avance et qu'il avait autant dit les choses et que personne n'a trop voulu écouter à l'époque et tout le monde disait que c'était un peu un ovni, c'est quand même impressionnant comment il pouvait avoir un temps d'avance. Voilà, mais je pense qu'effectivement se replonger dans les ouvrages et dans les essais qui ont été écrits il y a de cela un siècle ou 80 ans ou 70 ans, j'en sais rien, ça peut, je pense, nous éclairer sur beaucoup de sujets aujourd'hui. Peux-tu maintenant me donner un numéro entre 1 et 10? Je vais dire le numéro 8. Le 8, ça sera pour Cyrine. Ah ben c'est une question en plus qui tombe bien par rapport à ton engagement. Est-ce qu'il faut du Est-ce qu'il faut du courage pour défendre des idées en politique aujourd'hui? Parce que je sais que tu es assez engagé par rapport au féminisme. Ouais. Ah oui, totalement. C'est une très bonne question. Pas forcément une question binaire, oui, non. Bien sûr, je pencherais du côté du oui. En fait, il faut du courage parce que quand tu défends une cause, forcément, tu fais aussi face à des personnes qui sont contre. Et je reviens peut-être la question que tu as posée à Lucas. Moi, les personnes qui m'inspirent, c'est Robert Badinter et Gisèle Halimi, qui sont deux avocats pénalistes et qui ont fait énormément de choses. Et quand on voit tous les combats qu'ils ont dû mener, sans courage, ça aurait été impossible. Devoir affronter toute une nation, bon, qui était quand même d'accord avec eux, mais pour la peine de mort, pour l'avortement, je pense qu'il faut du courage. Mais plus que du courage, il faut de la force. Parce que quand on a du courage, mais on n'a pas de force, on ne tient pas sur le long terme. Et donc, bien sûr qu'il en faut, parce que même en tant que personne, quand tu portes une cause, on va t'identifier toi, la personne, à la cause, et donc tu deviens la cible. Moi, je le vois quand on a lancé la relève féministe pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles en politique. La violence qu'on s'est pris, on avait du courage, on l'a lancé, mais il faut de la force pour continuer. Quand tu te fais harceler perpétuellement par des masculinistes, quand tu te fais insulter de tous les noms, il t'en faut du courage, mais il te faut aussi beaucoup de résilience, je pense. Donc, c'est sûr qu'il faut du courage, mais il faut aussi être bien entouré. Parce que quand tu es entouré de personnes qui sont là peut-être simplement pour leur image, c'est aussi compliqué. Donc, c'est pas simplement du courage, moi je dirais, il faut surtout de la force. Merci. Peux-tu à présent me donner un numéro entre 1 et 10? Mon chiffre préféré, 4. 4, et ça sera pour Charles. C'est intéressant parce que ça fera très certainement en plus le lien avec notre prochain sujet. Est-ce que tu t'es déjà abstenu de voter à une élection? Et on parlera d'élections après européennes. Alors, à titre personnel, je ne crois pas. Après, je suis relativement jeune, donc du coup, j'ai pas non plus vécu énormément d'élections dans ma vie, même si je dois être à ma 10e. C'est Cyrine qui a choisi la question. Sans savoir. Non, mais cette question est tout à fait légitime et tout à fait intéressante vis-à-vis du sujet d'après, parce que en effet, je pense, à titre personnel, je suis un citoyen très engagé. Donc c'est vrai que lorsqu'il y a une élection, à titre personnel, j'ai envie d'aller voter. Après, dire que je n'ai pas des amis autour de moi, que je n'ai pas même des proches ou des membres de ma famille ou des personnes qui parfois n'ont pas envie d'aller voter, ce serait mentir. Donc en effet, je comprends qu'il y ait aujourd'hui un problème profond de désamour de la Ve République, un problème de la façon aussi dont la politique fonctionne, un problème dans la façon dont la politique s'incarne, même dans la façon dont les partis politiques fonctionnent. Et c'est pas pour jeter la pierre aux partis politiques, mais je pense qu'il est nécessaire d'avoir ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui on a des enquêtes d'opinion qui montrent que quand même 90% des Français ont une image négative des partis politiques, et je ne vais pas rappeler les taux d'abstention aux dernières élections qui ne font que croître. Depuis 2007, on n'a pas vu une seule élection où aux 2 tours il y a eu une hausse de la participation, si ce n'est les dernières européennes, et encore, c'était parce qu'il y avait eu un effet Brexit.
Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut redonner goût à la politique. Et donc, à titre personnel, non, je me suis jamais abstenu, mais je comprends qu'aujourd'hui, j'ai dit que je comprends, hein, je n'ai pas dit que j'excuse, mais je comprends qu'aujourd'hui, la première force politique de ce pays soit l'abstention. Et à titre personnel, j'ai envie de me battre chaque jour pour faire la politique autrement, redonner goût aux Français à la politique. Et même, j'ai envie de dire, s'il y a des Français et des Françaises, des auditeurs, auditrices qui m'écoutent aujourd'hui, j'ai envie de dire, et si c'était vous la politique demain, agissez, faites le premier pas. Et j'ai même envie de vous dire, la politique, certes, ce sont les partis, certes, ce sont les élections, mais c'est aussi les associations locales. Et parfois, c'est même aussi des choix de consommation. Donc, j'ai envie de dire, soyez les acteurs du changement, soyez les actrices du changement, allez-y. Et j'ai envie de dire, la France, c'est nous, la France, c'est vous. Donc, engagez-vous. Et malheureusement, oui, je peux comprendre que parfois la politique a dégoûté certains de nos citoyens. Voilà. Merci de ce beau message de mobilisation. Je vais laisser la parole à Lucas, mais avant, j'aimerais introduire le prochain sujet, Europe et élections européennes. Et on va partir d'un constat assez clair, c'est de se dire que les partis politiques se sont déjà lancés dans la bataille, notamment Parti communiste a déjà investi sa tête, son chef de file, qui est assez jeune d'ailleurs, mais on peut se demander, pour faire le lien avec notre précédent sujet sur la mort de Naël, est-ce que les partis politiques sont déjà en campagne ou pas? Lucas. Je pense qu'un parti politique a vocation à être toujours en campagne, dans le sens où, et je dis pas ça de manière très négative, je dis même ça de manière plutôt positive, dans le sens où l'essence de la politique, c'est, selon moi, aller discuter avec les gens quand on les croise sur les marchés, mais pas forcément avec un tract, dans la vie de tous les jours. C'est quand on est élu, moi je ne le suis pas, mais quand on est élu, c'est à chaque fois qu'on est sur une représentation, invité quelque part, pareil, discuter avec les gens, prendre le thermomètre sur ce qu'ils pensent, sur les événements qui ont pu se passer récemment. Donc je pense que les partis sont censés être perpétuellement en campagne, et certains le font d'ailleurs très bien, même mieux que d'autres, il faut le dire. Après, par rapport aux européennes, la campagne, je crois qu'elle a démarré à gauche en tout cas en 2022 avec l'accord de la NUPES. Moi je suis au Parti radical de gauche, on n'a pas du tout adhéré à la NUPES parce qu'on était contre le fait que la France insoumise soit la force motrice, on va dire, de cette alliance que nous, en tout cas, on considère de circonstance et électoraliste. Et sûrement que Cyrine pourrait dire autre chose et dirait autre chose même. Mais en tout cas, voilà, nous on n'a pas adhéré à la NUPES. Et je pense qu'à ce moment-là, on a aussi affirmé le fait que il y aura une liste, ou il y aurait une liste, en tout cas aux européennes, sur la ligne que nous pensons représenter, à savoir le centre-gauche, la gauche républicaine, la gauche sociale. Moi j'aime bien dire la gauche du réel, la gauche, donc le réel, un acronyme, républicaine, écologique, européenne et laïque. Et donc sur les européennes, en tout cas, on a vu effectivement le PCF mettre une tête de liste, à savoir un chef de file, Léon Desfontaines, qui est, pour le coup, c'est très intéressant comme choix, parce qu'on a vu que, parce que ça rajeunit déjà le personnel politique, et puis parce qu'au moins le PCF s'indépendantise de la France insoumise. C'est une prise de risque ou un pari pour toi? Les deux. Un pari est toujours une prise de risque. Non, et pour le coup, moi je suis même très content pour avoir un petit peu, très peu côtoyé Léon Desfontaines quand j'étais chez les JRG, chez les Jeunes Radicaux de Gauche. C'est quelqu'un que moi je considère en tout cas être quelqu'un de très bien. Après, à voir maintenant ce que fera la NUPES. Est-ce qu'il y aura une liste commune? Est-ce qu'il y aura, donc sans le PCF, est-ce qu'il y aura LFI, Génération, ELV, le PS, qui partiront tous de manière éclatée? À voir. Et ça, pour le coup, j'ai pas la réponse, et je pense que ça, le fait d'avoir cette réponse, ça conditionnera aussi beaucoup le fait, les votes qu'il pourrait y avoir aux européennes en mai prochain. Cyrine? Forcément, oui, moi je vais défendre la NUPES, hein. Et l'argument du Perdier de il y a LFI donc on n'y va pas, ça je l'ai su dès le début, hein, et je l'ai critiqué dès le début.
C'est la Nupes, ce n'est pas que LFI, il y a LFI dedans, mais ce n'est pas que ça. Et nous, la semaine dernière, on a fait l'événement d'Alfortville avec tous les jeunes des partis de la Nupes en appelant une liste commune aux européennes. Parce que là, l'enjeu, c'est qu'en fait, il y a une montée de l'extrême droite, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe. Et donc, il faut que chacun et chacune on prenne nos responsabilités et qu'on se dise, pour faire face à l'extrême droite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que chaque parti garde son ego et se dit, moi, je vais faire des voix, ou est-ce qu'on s'allie toutes et tous ensemble? C'est-à-dire que si on s'allie ensemble, c'est là où on a du poids. On le voit à l'Assemblée nationale, on est le deuxième parti de l'Assemblée par un parti en tant que tel, hein. Mais on a quand même 147 députés, là où le Rassemblement national en a 88. Et donc, que ça soit en Autriche, en Hongrie, l'extrême droite est une menace. Et donc, on ne peut pas se permettre de faire passer nos égos politiques avant. Là, il faut se dire, il faut que la gauche s'unisse. Et pour moi, qu'est-ce que la gauche? C'est une sensibilité où on a envie d'améliorer le quotidien des gens. Donc, est-ce qu'on a envie de leur laisser une Europe, que ce soit à nous-mêmes ou que ce soit à nos futurs enfants ou futures générations, une Europe qui est gouvernée par des idéologies racistes et qui sont des infractions pénales, hein. J'ai pas peur de le dire. Pour moi, l'extrême droite n'est pas une opinion, c'est une infraction pénale. Mais il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et donc, que ça soit la NUPES ou que ce soit aller voter aux européennes, et je rejoins totalement Charles sur ce que tu as dit sur l'abstention. On a, que ça soit en tant que parti, en tant que citoyenne, une responsabilité à prendre. Et oui, je défends la NUPES parce qu'on a prouvé qu'on était là, qu'on défendait vraiment les Français. Donc là, oui, je défends mon bout de steak, mais de façon plus générale, on le voit au Parlement européen, on vote de tous les partis qui sont là en France dans le NUPES, mais au Parlement européen, qui sont dans différents groupes, on vote à 80% les mêmes choses. Donc rassemblons-nous sur sur ce qu'on a en commun plutôt que sur ce qui nous divise. Moi, j'ai pas envie de me dire, ah bah il y a LFI, donc j'y vais pas. Parce que déjà, ce que dit LFI, je suis pas non plus en total désaccord, hein, loin de là. Mais personnifier un intérêt général, je suis quand même assez contre. Et donc là, l'enjeu, il est quand même énorme. C'est est-ce qu'on va laisser l'extrême droite s'emparer du pouvoir? On en parlera très certainement après. Je te laisse la parole encore un petit peu, Cyrine, pour rebondir un peu sur ce que disait Lucas, parce que c'est quand même assez intéressant. Je trouve qu'il y a un écart entre le fait de voter à l'Europe, au niveau européen, des choses en commun, et le fait de faire campagne en commun. Et on a le sentiment, en fait, que la problématique, c'est le fait de faire campagne en commun, alors qu'il n'y a pas forcément un programme partagé, des valeurs partagées, même si je comprends totalement la nécessité de faire union pour faire barrage à l'extrême droite. Glucksmann, il est parti, voilà, avec Place Publique, ils ont déjà commencé à lancer, et il dit assez clairement qu'il ne fera pas campagne avec des gens avec qui il ne partage pas certaines valeurs ou certains principes ou un certain programme. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je peux l'entendre et je rejoins ce qui a été dit, c'est quand t'es un parti politique, t'es en perpétuelle campagne. Donc oui, la campagne a commencé. Nous, du côté des jeunes de la NUPES, on a commencé déjà la semaine dernière, mais on est perpétuellement en campagne. Et là, encore une fois, je rejoins, on ne partage pas les mêmes valeurs. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est des points de programme assez précis. Où ça, par exemple, peut-être que LFI est peut-être moins internationaliste et moins européen que Génération Europe, l'Écologie Les Verts ou le Parti Socialiste. Mais chaque parti commence à faire campagne. Je suis pas forcément d'accord. Oui, il y a des discordances, notamment au sein de ELV. Place Publique a commencé tout seul, mais moi, j'ai envie de lancer un cri d'appel en disant juste arrêtez. Venez, on arrête, on se pose tous autour de la table. On a réussi à le faire en une semaine l'année dernière pour les législatives. On peut très bien le faire pour les européennes. Et donc, la campagne a commencé, mais parce que la campagne n'a jamais terminé, j'ai envie de dire. La NUPES, c'est une campagne perpétuelle et c'est de réfléchir sur ce qu'on peut faire ensemble. Donc, le fait que Raphaël Glucksmann, il y a tout ça parce qu'il est contre la NUPES, qu'il y aille, j'ai envie de dire, et puis parce qu'il n'est pas dans la NUPES, et moi, j'aimerais que Place Publique soit dans la NUPES. Pour le PRG, oui, vous êtes juste avec Cazeneuve, mais après Cazeneuve, c'est un ministre de Hollande. Cazeneuve, c'est celui qui a porté la loi là de 2017 sur le refus d'obtempérer. Donc, j'aimerais que toute la gauche se rassemble. J'entends le fait que chacun veut faire campagne de son côté, que mec qui aime pas tel ou tel parti. Mais là, vraiment, je regarde ce que j'ai dit, en fait, ça nous dépasse. Là, il y a urgence, en fait, à agir. Donc, plutôt que sur quelques points de programme, je pense qu'on partage toutes et tous les mêmes valeurs. J'ose l'espérer. Donc, ce n'est pas un problème de valeurs communes, mais un problème de points de programme et de personnes politiques ne s'appréciant pas. Et vraiment, c'est pas le moment, en fait. Voilà, c'est ce que je me permets de dire.
Je pense que les épisodes qui vont être enregistrés et diffusés pendant la campagne des européennes vont être très très animés. Charles, la parole est à toi. Par rapport à ce que disait Cyrine, différence de valeurs, différence de programme, différence peut-être aussi de vision de l'Europe. Je sais que l'Europe, c'est quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Merci pour la question. Déjà, je vais commencer par quelque chose de très simple. C'est que les élections européennes ne sont pas la France en grand. L'Union européenne, c'est quelque chose qui m'est très cher à titre personnel. L'Union européenne, ça se fait à 27 pays. L'Union européenne a un parlement. Au sein de ce parlement, il y a 3 groupes politiques. Les sociaux-démocrates, les SED, avec un parti phare qui s'appelle le PSE, le Parti socialiste européen, le parti des écologistes avec un groupe écologiste, et enfin le parti de la gauche que en France on surnomme gauche radicale, mais qui au Parlement européen s'appelle que la gauche. À titre personnel, je ne veux pas que les élections européennes soient la revanche débattue de la politique nationale. Je ne veux pas que les élections européennes soient une primaire interne à l'élection présidentielle de 2027. Je ne veux pas que les élections européennes soient franco-françaises et je n'ai pas envie de parler de France lors des élections européennes. Pour la simple et bonne raison que moi, à titre personnel, pour les européennes, je veux faire campagne pour le PSE. Je tiens à dire que, à titre personnel, en tant que jeune socialiste, je me désolidarise, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer, je me désolidarise de ce qui a été fait à Alfortville et nous sommes plusieurs courants au sein des jeunes socialistes à ne pas nous reconnaître dans cet événement. Parce que, tout simplement, déjà, c'est au Parti socialiste seul, puisque les JS font partie intégrante du PS, c'est au Parti socialiste seul de prendre cette décision. Et comme a dit notre premier secrétaire, à titre personnel, je pense que le projet politique, et j'entends la NUPES, mais la NUPES a été aussi sur un projet politique national, mais là je parle d'Europe, donc un projet européen. Le projet européen doit précéder toutes les alliances. À titre personnel, pour réagir à ce qu'a dit Lucas, à titre personnel, je dis à Lucas, à notre cher camarade et à nos camarades du PRG, que comme j'ai dit, il y a 3 groupes au Parlement européen et que, à titre personnel, je veux un rassemblement des sociaux-démocrates. Je pense que toute personne qui siège au sein du groupe des sociaux-démocrates devrait avoir une liste unique. Nous avons réussi à le faire en 2019, derrière Place Publique, qui n'était pas le Parti socialiste, mais pourtant derrière Place Publique, en 2019, nous avions réussi à faire une liste d'unité des sociaux-démocrates, et je souhaite que ceci soit de nouveau le cas lors des prochaines élections. Moi, j'ai envie de parler du fond. J'ai envie de parler d'Europe pour ces élections parce que c'est la seule chose qui compte. Moi, je pense à titre personnel qu'aujourd'hui, les socialistes, les sociaux-démocrates européens, le PSE, comme j'ai dit, parce que je raisonne en termes européens, a aujourd'hui éventuellement peut-être la chance depuis très longtemps, puisque depuis 1999, le PSE est 2e au Parlement européen. Depuis la première fois en 24 ans, je crois que nous pouvons, depuis 24 ans, enfin peut-être être le premier groupe au Parlement européen et donc demain avoir la Commission européenne. Et ceci est important. Pourquoi ? Parce que ça fait trop d'années que l'Union européenne est de droite. Ça fait trop d'années que la droite nous impose des idéologies néolibérales. Et ça fait trop longtemps que les peuples européens souffrent de cette politique. Et moi, j'ai envie de parler de fond. Alors j'entends très bien l'appel de Cyrine et il est légitime. Et j'entends la colère, puisque c'est une colère nationale. Mais cependant, à titre personnel, moi j'ai été aux jeunes écologistes quand j'étais plus jeune. À titre personnel, aujourd'hui, je suis socialiste et socialiste à fond. C'est-à-dire qu'à titre personnel, malgré tout le respect que j'ai pour les Verts, et je leur souhaite de faire des bons scores, et je leur souhaite une excellente campagne, puisque nous sommes aussi dans une élection à la proportionnelle de liste à un tour, ce qui n'a rien à voir, strictement rien à voir avec la France et ces 2 tours où il y a des qualifications. Là, il n'y en a pas, ou s'il y en a une, elle est à 5%. Là, je suis absolument sur le projet européen. Et je pense, à titre personnel, que je ne suis contre, puisque je vous ai dit que j'étais JE. Quand j'étais JE, une des raisons de pourquoi j'ai quitté les écologistes, c'est parce que j'étais contre le fait d'alliance avec des indépendantistes nationaux, avec des partis régionalistes qui veulent une Union européenne des régions où on détruirait entièrement les États. À titre personnel, je veux bien discuter d'une Europe fédérale et je peux défendre une Europe fédérale. Mais à titre personnel, je suis attaché aux États, je suis attaché à la France et je ne veux pas demain d'une Union européenne où la Lorraine ou la Corse auraient des sièges au Parlement européen. Ceci n'est pas ma vision de l'Europe et je ne vais pas faire trop court parce que je pourrais en dire long, mais à titre personnel, je crois que
Le PSE travaille depuis longtemps sur les élections européennes, puisque nous avons de la constance à 27 pays, et je crois que nous avons des propositions fortes, notamment sur le droit des travailleurs, notamment sur les travailleurs qui sont exploités par les plateformes numériques, notamment nous avons aussi des projets sur une Europe de la santé. Je sais qu'il y a des camarades aujourd'hui, et je co-anime un groupe de réflexion au sein du PS sur, par exemple, une sécurité sociale européenne. Je crois que la pandémie nous a montré que le temps est venu d'une sécurité sociale européenne, que ensemble nous sommes plus forts. Je crois aussi que nous pouvons défendre une Europe, une nouvelle Europe avec un nouveau traité, avec de nouvelles institutions plus démocratiques. Ça fait très longtemps que la gauche le porte et il est temps aujourd'hui de réformer l'Union européenne parce que la leçon du Brexit n'a pas été entendue et parce qu'aujourd'hui nous voyons bien que les élargissements européens se butent à la simple question qu'aujourd'hui l'unanimité à 27, ça ne fonctionne pas. Ensuite, je pense aussi que nous pouvons porter des projets forts comme par exemple sur le ferroviaire et je donnerai juste cet exemple. Nos alliés du sociodémocrate allemand ont lancé une grande idée en Allemagne qui est le pass, le Deutschland-Ticket. Le Deutschland-Ticket, c'est un pass ferroviaire illimité en Allemagne. Je crois qu'en tant que socialistes européens, nous devons défendre l'élargissement de ce ticket à tout le réseau ferroviaire européen avec des tarifs attractifs pour réellement lutter contre le réchauffement climatique avec aussi des investissements nouveaux et aussi arrêter cette politique que nous impose la droite de privatisation de toutes les lignes de transport public avec des mises en concurrence déloyales. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne, depuis 1999, est de droite. Je crois qu'aujourd'hui, 2024, il est grand temps d'avoir une Commission européenne dirigée par le Parti socialiste européen pour demain transformer l'Union européenne et faire une union plus démocratique, plus écologiste, plus sociale. Et ça semble des grands mots, mais c'est très concret. Moi, je vous le dis, pour les travailleurs notamment du numérique, pour les travailleurs transfrontaliers, pour toutes ces personnes-là, aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas assez à la hauteur. Aujourd'hui, l'Union européenne est un marché économique qui a une gouvernance politique qui facilite la libre concurrence des capitaux et pas des personnes. Et j'aimerais juste dire ceci avant de terminer, parce que je suis un peu long, désolé. J'aimerais juste dire, dans quelle Union européenne vivons-nous? Nous, le PSE, Parti socialiste européen, nous avons dénoncé le fait que la Roumanie et la Bulgarie n'ont pas été intégrées à Schengen, là où la Croatie a été faite. Aujourd'hui, dans cette Union européenne-là, celle que la droite et Ursula von der Leyen nous montrent, nous avons une Union européenne où les capitaux circulent plus facilement que les personnes. Un Roumain ne peut pas circuler de manière libre dans le reste de l'Union européenne. Par contre, les capitaux des banques roumaines ou les capitaux des entreprises roumaines peuvent circuler librement dans l'Union européenne. Ceci n'est pas l'Union européenne que je souhaite. Ceci n'est pas l'Union européenne que François Mitterrand a défendue lors du référendum de Maastricht. Il avait appelé à une Union européenne une union des peuples, il avait appelé ça l'Europe des peuples, et aujourd'hui, je crois que l'Europe des peuples est venue. Et je veux juste dire que pour ces élections, il est important de parler d'Europe et uniquement d'Europe, et avant de construire des alliances, essayons de voir si nous avons des convergences idéologiques, et aujourd'hui, sur la question européenne, je ne crois pas que nous ayons encore des idéologies, un programme commun, notamment sur la question de la défense, notamment sur la question de l'OTAN, notamment sur la question de la place de l'Union européenne dans le monde. Et je dis, avant de faire des alliances franco-françaises nationales de revanche de la présidentielle, essayons déjà d'abord de parler d'Europe et d'avoir un projet européen, parce que je pense que les Français nous regardent et que la crédibilité européenne sera sur le bilan européen des groupes et sur les projets européens que nous portons. Et à titre personnel, j'appelle à l'union des sociodémocrates derrière une seule liste afin d'éviter de disperser les voix et j'appelle aussi éventuellement les écologistes à faire qu'une seule liste des écolos de manière large et éventuellement le groupe The Left à faire qu'une seule groupe The Left. Et je veux juste terminer là-dessus. Si le Conseil de l'Union européenne avait entendu le vote du Parlement européen sur les listes transnationales, aujourd'hui, je crois que tous ces débats franco-français n'auraient pas lieu parce qu'aujourd'hui, nous aurions des candidats européens à la Commission européenne avec des listes transnationales et un projet bien clair au niveau de l'Union. Voilà, désolé, j'étais un peu long, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est un sujet vraiment dans lequel, entre guillemets, je me suis spécialisé. Et aujourd'hui, ça me fait mal de voir l'Union européenne être abaissée à une sorte de revanche nationale. Il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur des thématiques concernant les prochaines élections européennes, à voir si on peut faire un ou plusieurs épisodes, mais il faut vraiment qu'on travaille ça parce que ça nécessite très certainement d'inviter des gens,
peut-être des députés européens ou des experts sur certains sujets et domaines, et j'espère que Charles, on pourra travailler sur ce sujet-là. Lucas, la parole est à toi, et j'aimerais alors tu réagis si tu as envie de réagir sur ce que je te dis. On a le sentiment quand même qu'il y a deux stratégies qui s'opposent. La première stratégie, c'est de faire du commun avant d'aller au Parlement, et puis il y a une deuxième stratégie qui consiste à dire chacun part un petit peu avec sa liste, avec son courant idéologique, et puis après on se retrouvera au Parlement. Lucas. Bah, effectivement, il y a même eu des sondages sur ça. Il y a eu des sondages qui ont sondé avec une seule liste commune NUPES et avec une liste pour chaque parti. Et il me semble que la liste commune NUPES recueillait moins d'intentions de vote que la liste avec chaque parti qui partait indépendamment. Partir indépendamment aux européennes, ça veut pas dire avoir des positions communes, enfin ne pas avoir de position commune justement au niveau du Parlement européen. Ça n'empêche rien, même au contraire. Et puis bon là pour le coup ça fait un peu cuisine politicienne, mais ça permet de se compter également. Ça permet de se compter parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que la France insoumise, et moi c'est ce que je pense réellement, est aussi prédominante au sein de la NUPES, parce que au présidentiel, eh bien Jean-Luc Mélenchon a fait un score bien plus élevé que ses adversaires au sein de la NUPES, enfin que ses camarades au sein de la NUPES. Bref, c'était les adversaires au départ pour être présidentiel. Donc ça permettrait de se compter et peut-être aussi du coup de faire un nouvel équilibre au sein de la NUPES. Et je vous le souhaite, parce que bon, nous on n'est pas dedans, mais je vous le souhaite, parce que imaginons que la LFI ne fasse que 11, que les Verts fassent 11 et que les autres partis fassent un peu moins. Bon, ben ça permettra de dire à la LFI, bon maintenant ça suffit de nous dicter la loi. On peut aussi nous décider. Par rapport à ce que disait Charles. Moi, j'ai voté, et je le dis, j'ai fait un peu campagne à l'époque aussi pour la liste de Raphaël Glucksmann. En plus, on était avec Raphaël Glucksmann. Et d'ailleurs, j'ai encore le nom de la liste qui me vient en tête parce que pour moi, c'est vraiment ce qui résume moi mon engagement européen. Envie d'Europe, oui, bien sûr. Moi, j'ai fondamentalement envie d'Europe. Peut-être un peu plus que Charles, parce que moi, pour le coup, je suis vraiment fédéraliste. Donc, c'est peut-être une différence de nuance. Mais voilà, moi, je suis pour une Europe fédérale, peut-être pas à 27, pour commencer, mais une Europe à cercle concentrique. C'est-à-dire que si des pays veulent aller plus loin et faire un cœur fédéral, eh bien qu'on fasse un cœur fédéral. Si des pays veulent avoir une intégration un peu plus grande qu'aujourd'hui, mais ne pas aller vers du fédéralisme, alors faisons ça aussi. Presque une Europe entre guillemets à la carte, mais surtout une Europe qui permettrait du coup de pouvoir aller plus loin sur certains sujets. Et pour le coup, il y a des sujets sur lesquels il faut avancer. Tu les as cités, la santé, le social, l'environnement. Et moi, je me rappelle que Maastricht, c'était 3 piliers. Il y avait effectivement le côté économique qu'on a absolument développé, peut-être à outrance, sûrement à outrance. Il y avait le côté de la défense qui aujourd'hui commence à être un petit peu discuté, et c'est tant mieux parce qu'il faut qu'on ait une défense européenne. Et 3, c'était le côté social. Et le côté social, on l'a vu un petit peu apparaître avec la crise Covid, comme quoi les crises sont toujours génératrices, malgré leur côté destructeur, sont aussi génératrices d'idées nouvelles. Bref, envie d'Europe, oui à fond. À voir maintenant comment ça se concrétisera, en tout cas en 2024. Mais moi, je suis absolument pour que tous les fédéralistes, peu importe la nuance, mais en tout cas tous ceux qui veulent bosser sur une Europe telle qu'on l'entend puissent bosser ensemble. Et ceux qui parce que on dit qu'il y a 80% de votes similaires entre effectivement tous les partis de la NUPES, enfin toute la gauche en général, on va mettre même. Mais quand on a des divergences qui ne sont pas des nuances, mais qui sont des votes des LFI par exemple sur les Ouïghours, des LFI sur le soutien à l'Ukraine, sur le pass sanitaire européen. Bon, à un moment, c'est plus des différences de nuances, ça devient vraiment des différences concrètes sur la stratégie internationale et européenne qu'on veut avoir. Donc, je suis d'accord avec Charles. Ayons une discussion européenne parce que c'est des élections européennes et pas des élections nationales. Et ensuite, eh bien, on verra ce qu'on fera au Parlement. Et en même temps, avant de laisser la parole à Cyrine, il y a la nécessité à gauche de montrer qu'on est unis.
Cyrine? Merci totalement. Oui, il y a cette nécessité de montrer qu'on est unis. Pour revenir un peu sur ce que Lucas et Charles disaient, et puis pour apporter mon point de vue, demander à ce qu'il n'y ait pas d'éparpillement des votes, mais demander à ce qu'il y ait des listes séparées, c'est quand même antinomique. Dire non, chaque liste va être de son côté, par contre, non, on ne veut pas d'éparpillement de vote, il y aura un éparpillement des votes. Et puis pour parler des sondages, ils sont clairs, hein. Je sais pas, je pense qu'on n'a pas forcément lu le même sondage, mais en fait, si on y va en tant que NUPES, on a 26% pour la NUPES et 27% pour le Rassemblement national. Si jamais on y va tout seul, c'est très simple, ça fait 22,5% sur toutes les listes rassemblées de la gauche. Donc oui, le fait d'avoir la NUPES, ça permettra d'avoir plus de voix. Et dire que c'est une revanche de la présidentielle, je ne suis pas d'accord, pas du tout. C'est que, encore une fois, la NUPES, ce n'est pas que LFI, parce que si c'était le cas, je serais LFI, or ce n'est pas le cas. Je suis chez Génération, puis c'est pareil pour mes collègues de VLV, pour mes collègues du PS et des autres partis. Ce n'est pas une revanche de la présidentielle avec Mélenchon en tête. Mélenchon ne se présentera pas. D'ailleurs, pardon, excuse-moi, je te Ouais. coupe, Cyrine, mais c'est assez intéressant ce que tu dis par rapport à Génération. Le fait qu'on dise en permanence que c'est LFI qui mène la barque, ça vous énerve? Ah, mais totalement, parce que les personnes qui disent ça ne sont pas dans les réunions NUPES, c'est hebdomadaire. Si vraiment c'était le cas, LFI aurait imposé son programme, on aurait dit, OK, on abandonne nos programmes, on suit le programme de LFI. Or, ce n'est pas le cas. Quand il y a un accord, il y a aussi un accord sur le programme, il y a un programme NUPES qui a été donné, et chaque parti a mis ses propositions. Il y a eu des débats même assez houleux, hein. Il y a eu des concessions. Donc dire que c'est LFI qui mène la barque, c'est faux. C'est que tous les partis s'assoient ensemble et discutent ensemble. Et les sondages le disent, 22,5% pour les listes de gauche séparées contre 27% pour le Rassemblement national. S'il y a la NUPES, on fait 26%. Et encore une fois, ce n'est pas une revanche, et ce n'est pas porter la France au niveau européen en disant, voilà, on reste dans du franco-français. C'est également prôner nos valeurs au sein de l'Union européenne parce qu'on a plusieurs partis qui le portent aussi. Sur certaines dissidences de vote, et ça je peux très bien l'entendre, mais encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit, c'est simple, il n'y a pas que LFI qui serait dans cette NUPES européenne, il y a tous les partis. Donc, et par exemple, je sais que LFI est contre l'OTAN, moi c'est pas du tout le cas, je suis profondément européenne, profondément internationaliste, et je partage l'amour de l'Union européenne avec Charles. Mais je reste aussi lucide et je me dis là, il faut absolument une union. Et quand je parlais des 80% de communs, je parle au Parlement européen, je parlais même pas au Parlement national, au Parlement français. C'est au Parlement européen. Et là, encore une fois, il y a un danger qui est le Rassemblement national et on ne peut pas se permettre de partir dans chaque liste et en s'étonnant. Parce qu'en fait, si on part chaque liste séparément, on ne part pas les uns à côté des autres, on part les uns contre les autres. Et donc, ça disperse les votes. Et encore une fois, je sais pas si on a forcément lu les mêmes sondages. C'est une vraie remarque. Je sais pas je pense pas qu'on ait lu les mêmes sondages. C'est le signal envoyé comme quoi la gauche ne serait pas unie, c'est ça que tu veux dire? C'est ça en fait. Ce serait rentrer dans ce jeu des anti-LFI qui diraient non, on déteste LFI, on ne veut pas aller avec eux. Encore une fois, LFI, la NUPES, ce n'est pas que LFI. Et tout est tout assis autour de la table. On a dit voilà ce qu'il y a. C'est très simple. Il y a eu des affaires, que ce soit l'affaire Quatennens ou l'affaire Bayou. On a vu qu'on avait des discordances. Mais en même temps, ces affaires-là sont extrêmement importantes. Sur le vote des Ouïghours, etc. Je rejoins. On a quand même un Poutine qui est au port du pouvoir. On a une extrême droite qui est au port du pouvoir. Donc, ne pas croire que LFI arrive et disent nous, on impose tout et puis vous taisez, c'est faux, en fait. Et là, il y a un enjeu qui est beaucoup trop grand. Et donc, ces trois groupes qui existent peuvent très bien, en fait, cohabiter tout ensemble. Et donc, si nous, en France, on impulse, on peut très bien également demander aux autres groupes se présentant dans les autres pays de le faire ensemble. L'heure est absolument trop grave pour se dire, c'est ce que tu disais, Lucas, là, c'est des différences d'opinion plutôt que des nuances. Résultat des votes, 80% en commun. Et là, on peut pas se permettre de partir seul. Donc, je comprends que dans vos sensibilités politiques différentes, dans vos partis, ça soit peut-être différent. Je sais que Charles, tu fais partie donc d'un truc dissident de Emma Rakovic et Lucas, t'es au PRG, mais juste que ça soit toutes et tous ensemble, en fait. Pas simplement les 400 partis de la NUPES, que tout le monde s'assoie ensemble et qu'on se dise, OK, quelles sont nos convergences? Les divergences, c'est simple, hop, on les enlève et on veut même pas en entendre parler. Là, on reste sur nos convergences. Alors, moi, je suis pas pour sortir de l'OTAN. Je me présenterai pas aux Européennes, hein, spoiler alert. Mais si, imaginons, j'étais à la table de négociation, je leur dirais, alors c'est hors de question que, en tant que groupe, on vote pour la sortie de l'OTAN. Et c'est ce qui se passerait, on ne voterait pas pour la sortie de l'OTAN parce qu'on vote en groupe.
par exemple, au Parlement français, il y a chaque groupe et on fait la NUPES. Mais là, en fait, c'est également ce qu'il faudrait qu'on fasse. Parce que je veux redire ce que j'ai dit. Si on part en liste séparée, ça éparpille les votes, c'est factuel. Et on partirait contre les autres et non pas les uns à côté des autres. Enfin, Merci Cyrine. Il nous reste moins de 10 minutes. Je vais laisser la parole à Charles qui a une question pour vous deux et je vous demanderai juste d'être assez précis et concis pour qu'on puisse clôturer correctement. Charles? Moi, j'ai envie d'être très clair et d'être très simple et je vais essayer de faire court avec mes questions parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Euh, Premièrement, question à Lucas, parce que moi, je n'ai toujours pas compris. Si vous faites une liste séparée, voulez-vous siéger toujours au sein des socialistes et démocrates au Parlement, du groupe des socialistes et démocrates au Parlement européen? Oui ou non? On ne le sait pas, on ne comprend pas et on a besoin de savoir. Ensuite, deuxième question, plus pour Cyrine, un peu plus compliquée. Euh, Moi, déjà, j'entends l'argument des sondages, mais pour moi, il ne tient pas. Il ne tient pas pour une simple et bonne raison. C'est que nous sommes dans une élection proportionnelle de liste à un tour. Donc, il n'y a pas de seuil de qualification si ce n'est au-delà de 5%. Et aujourd'hui, puisque tu parles des sondages, aujourd'hui, lorsqu'on voit les sondages, et c'est déjà pas brillant, donc on va pas s'en réjouir, la gauche totale en partant divisée, et au-delà de 30%, ça fait beaucoup plus de sièges. Moi, j'ai envie de dire à Cyrine, puisque l'argument, ce serait l'extrême droite. J'imagine que tu as suivi les derniers débats au Parlement européen et que tu as vu que le PPE votait de plus en plus, non seulement avec ECR, qui sont des conservateurs très 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 à droite, pour ne pas dire d'extrême droite, et même avec le groupe ID identitaire de Marine Le Pen. Si aujourd'hui, voulez-vous risquer d'envoyer plus de sièges du Rassemblement national, parce que c'était ça aussi dans ces sondages. Dans ces sondages, le Rassemblement national et Renaissance, même ailleurs, mais bon, Renaissance c'est un autre cas, c'est un autre problème, envoyer plus de sièges en cas de NUPES qu'en cas de hors NUPES aux européennes. Est-ce que voulez-vous demain avoir, et d'ailleurs on l'a vu et j'en veux pour preuve les sommets sur l'immigration de plus en plus présents entre Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, je rappelle, et Giorgia Meloni qui est la présidente du Conseil italien, on les voit de plus en plus ensemble porter des projets, notamment migratoires sur l'Union européenne. Donc, est-ce que vous voulez, oui ou non, une alliance en France, juste en France, pour certes ne pas avoir Marine Le Pen en 2027, mais avoir l'Union européenne qui serait dirigée par une coalition qui irait du PPE au groupe ID, donc c'est-à-dire une coalition entre la droite et l'extrême droite, au Parlement européen en 2024. Moi, je vous le dis à titre personnel, chaque élection est importante. Je vous le dis à titre personnel, même si l'extrême droite me terrifie, je ne pense pas que être contre l'extrême droite fasse un projet politique. Je ne suis pas sûr. Et je pense qu'à titre personnel, aujourd'hui, pour l'Union européenne, le problème que nous avons, c'est d'envoyer le maximum de sièges au Parlement européen. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si les sondages, et il y en a plusieurs qui ont été faits, montrent bien qu'en liste séparée, nous envoyons plus de sièges, aujourd'hui, nous devons faire ça. Et aujourd'hui, je pose la question à Cyrine de manière très claire. Puisque tu dis groupe NUPES, etc. au Parlement. Moi, j'ai envie de te dire, Cyrine, du coup, est-ce que tu peux me répondre oui ou non aujourd'hui? Est-ce que, du coup, tous les députés NUPES élus, s'il y avait éventuellement une liste NUPES européenne, voteraient pour une commission social-démocrate en 2024? Est-ce qu'ils voteraient pour... Bon, et pour l'instant, notre précédent candidat est Frans Timmermans. Je pense que ça va changer puisque nous avons de nouveau des élections démocratiques internes qui vont venir en automne. Mais est-ce que, oui ou non, on peut être garanti que toutes ces personnes voteront pour le candidat? On laisse Cyrine répondre. La question pour Lucas, c'était quoi, voilà. Charles? Parce que... La question pour Lucas est simple. Est-ce qu'ils veulent siéger eux, dans le groupe socialiste et démocrate, s'ils font une liste séparée? Et la question pour Cyrine est simple. Si il y a une liste NUPES, veulent-ils siéger et voter la confiance à une commission social-démocrate au moment de l'Union européenne? Parce qu'il faut être réaliste. L'Union européenne, c'est une commission Lucas, qui gouverne. Ta réponse? Alors moi j'ai pas la réponse à ça parce que ça se passe au-dessus de moi, mais je sais que nos derniers députés européens, parce qu'on n'en a pas eu sur la dernière élection, siégeaient dans le groupe SED. Après j'imagine qu'il y a aucune raison qu'on parte dans un autre groupe. Et puis de toute façon la liste, nous on a dit qu'on partait aux européennes, mais on n'a pas dit qu'on partait seul. On a dit qu'on partait. Voilà. Donc c'est tout à fait possible que si Raphaël Glucksmann refait une liste qui souhaite englober le PRG, que nous allions avec Raphaël Glucksmann. Voilà, c'est pour l'instant rien n'est fermé. Nous savons que nous partons, nous ne savons pas encore dans quelles conditions. Cyrine? Oui, je vais répondre à Charles très rapidement, mais j'ai juste envie de vous donner par exemple un exemple. C'est que, je donnerai l'exemple après, mais quand on parle de NUPES, donc
en accord en France avec une seule liste, qu'on porterait également aux européennes en demandant à ce qu'il y ait un seul groupe de la gauche pour peser encore plus. Et l'exemple que je vais donner, quand tu me dis oui, il faut plusieurs listes divisées, comme ça on pèse plus. En partant séparé, c'est simple, le groupe Green UFA, donc le groupe des Verts, passerait de 72 à 48 sièges. Donc je ne pense pas que avoir moins de députés qui soient de gauche, de députés européens qui soient de gauche, soit, comme tu dis, ce qu'il faut pour contrer la droite, voire l'extrême droite qui serait là. Et je préfère largement une liste qui fasse 26% contre 27% pour le Rassemblement national, plutôt qu'une liste qui fasse 22% contre 28%. Donc oui, juste les chiffres parlent, et puis tu débunkes mon sondage en disant oui, mais ça, ce sont les sondages, et puis après, tu donnes le tien. Bah, lequel est valable? Moi, je les regarde quasiment tous, et puis je regarde les pronostics. Bien sûr, un pronostic se déjoue toujours. Malheureusement, l'histoire du monde nous l'a montré. Mais juste en étant factuel, oui, il faut absolument une liste commune. Bah alors, rapidement, Cyrine, comment comptes-tu convaincre les autres partis socialistes, Verts, de The Left, etc., d'Europe, de faire un groupe unique au Parlement européen? Parce que pourquoi pas, mais comment comptes-tu convaincre le Die Linke allemande, le Parti socialiste allemand, le Parti démocrate italien, le PSOE, etc., et les Verts d'Allemagne, les écologistes, d'Espagne, etc., de faire un groupe en commun? Parce que, enfin, j'entends l'argument, mais moi, oui, mais du coup, j'avais pas terminé ma phrase, tu vois. J'avais pas terminé ma phrase, et je t'ai pas coupé, tu vois. Merci de ne pas me couper, parce que du coup, j'ai perdu ce que j'étais en train de te dire. Mais, malheureusement, j'aimerais avoir la réponse, voilà la façon de convaincre tout le monde. Mais moi, à titre personnel, comme tu dis, moi, je ne l'ai pas, mais je sais qu'on peut la trouver. En disant, voilà, là, c'est trop grave, l'extrême droite est trop présente, de trouver des arguments en fait et de leur dire voilà, là ça va pas du tout. Tu parles de l'Italie, il y a qui au pouvoir? Il y a Giorgia Meloni. Donc de dire aux députés européens italiens, bah écoutez, là on tire la sonnette d'alarme parce que c'est quand même un peu trop grave. Venez à gauche avec nous, ensemble on pèsera beaucoup plus fort. Donc ça je le rappelle. Donc juste les chiffres parlent. Hein. Green ils perdent au moins 30 députés. Les sondages le disent. Là on pèse comparé au Rassemblement national, alors que seuls, encore une fois, les voix se divisent. C'est juste un calcul mathématique. Plusieurs listes différentes, donc les votes sont éparpillés. Une seule liste, les votes sont rassemblés. On aura l'occasion très certainement de revenir sur ce sujet-là, et on reviendra dans un autre épisode, et puis dans les médias, ça discutera beaucoup sur le fait de savoir est-ce que la gauche sera unie ou pas. Et parallèlement à ça, il faudra aussi qu'on se pose la question, si on ne part pas unis, et si la droite arrive à partir unie, quelle responsabilité nous avons les uns et les autres dans cette décision, sans jeter la pierre à qui que ce soit. On va terminer par une note un peu plus légère. On l'avait fait sur le premier épisode du podcast Camarades. Je vais poser la question à nos deux camarades du jour qui n'avaient pas répondu au premier épisode puisqu'ils n'étaient pas là. Je vais vous demander à Cyrine et Lucas, quelle est pour vous votre définition, votre vision de la camaraderie? Cyrine, et puis Lucas pour terminer. C'est une très belle question. Pour moi, la camaraderie, c'est le fait d'être présent les uns pour les autres. C'est aussi la loyauté. C'est le fait de se soutenir coûte que coûte, de façon inconditionnelle. C'est de l'humanisme. La camaraderie, c'est l'espoir. La camaraderie, donc oui, non, c'est tout simplement c'est de la loyauté, de l'amitié. C'est être présent et combattre ensemble. Donc là, je pense que tu parles de camaraderie en politique. Pas camaraderie dans les cours d'école ou dans nos vies personnelles, mais la camaraderie, c'est juste être ensemble, quoi. Et du coup, je vais donc m'en répondre, mais c'est assez rigolo parce que nous, au Parti radical de gauche, c'est un mot qu'on utilise assez peu, le mot camarade. On s'appelle tous amis, mais je pense qu'en fait, finalement, ça rejoint un petit peu quand même la définition que chacun se fait dans un parti où le mot camarade est de mise. C'est c'est l'entraide, c'est la fraternité, c'est le fait d'être tous ensemble pour un même but commun, et du coup de pouvoir compter les uns sur les autres le plus possible. Voilà. Mais voilà, nous on dit plus chers amis plutôt que chers camarades, mais je pense que ça revient plus ou moins au même quand même. Bah justement, si je peux juste que quand tu dis être tous ensemble pour un but commun, c'est ce que j'ai envie de vous dire, soyons tous ensemble pour un but commun. Merci Cyrine, Lucas et Charles d'avoir participé à ce deuxième épisode du podcast Camarades. Très certainement, il y en aura plein d'autres et j'espère vous retrouver pour parler d'autres sujets, d'autres thématiques et d'autres situations d'actualité. À bientôt. Camarades, le podcast.
premier podcast avec des débats et des discussions entre camarades de toute la gauche.